Mais figurez-vous que ma première expérience esthétique, mon premier choc esthétique, c'est ça? Oui. Mon premier choc, c'était à l'âge de 23 ans. Je me rends en Indonésie centrale. J'étais jeune étudiante en musicologie. Et je pratiquais la musique pourtant depuis très longtemps, depuis l'enfance. Je suis issue d'une famille de théâtre, de gens de théâtre. Mes parents font du théâtre et beaucoup d'artistes dans ma famille. Et j'avais pas véritablement eu de choc esthétique. Mais à 23 ans, je me retrouve en Indonésie, en voyage, et au cœur d'une grande fête de funérailles, très très grande fête avec des milliers de personnes. Et là, des gens chantent en ronde pendant des heures pour le défunt. Ils chantent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et là, j'ai eu mon premier choc. Et j'avais l'impression, en fait, que tout était relié. C'est-à-dire que la musique et le social et le monde invisible, tout ça formait un tout. Et que l'art était dans sa vraie fonction. Alors que j'avais été traînée dans tous les théâtres en France, tous les concerts de ma grand-mère, où j'avais toujours l'impression que c'était non relié, c'est-à-dire comme un acte de consommation. Les gens payaient leur place et étaient simplement spectateurs. Là, tout le rituel, j'étais d'un coup devant de la musique rituelle, mais de la musique rituelle pleine, c'est-à-dire avec des milliers de personnes. Et puis, il n'y avait pas qu'une seule ronde. Il y avait plusieurs rondes sur un grand chant cérémoniel. Une ronde, c'était 100 personnes. Et 100 personnes qui... Je ne comprenais même pas ce qu'ils disaient, mais c'est cette lenteur et ça durait 7 jours, cette nuit. Et là, si vous voulez, depuis l'âge de 23 ans, je tiens comme ça. Comment dire? C'est ce qui m'a fait entrer en ethnomusicologie. Oui, ouais, dans ma jeunesse... Alors moi, je suis née dans une famille de communistes. Mes parents étaient engagés et ils pensaient que l'art pouvait changer la société. Et moi, je suis née dans cette famille-là, avec mon père qui me traînait à la fête de l'humanité en France, à l'âge de 5 ans. Il pensait vraiment que les poèmes, dire des poèmes dans la rue, faire du théâtre dans la rue, ça allait changer le regard des gens sur la société. Et donc, il m'emmenait dans beaucoup de fêtes, c'était politique, toutes ces fêtes étaient politiques, avaient un contenu politique, et en même temps, il y avait aussi des musiciens qui venaient. Et je me souviens, à l'âge de 11-12 ans, et ça reste fort en moi, on est dans les Cévennes, c'était la fête de la myrtille. C'est pas un festival, c'était des fêtes engagées quand même, c'était des fêtes de gauchistes. Et où baba cool, les gens, les hommes avaient les cheveux longs, nous on était des enfants, on suivait, c'était toute une idéologie. Et là, il y avait dans cette fête des fanfares. Et il y avait la fanfare bolchevique. La fanfare bolchevique, c'était une fanfare avec Michel Mar, des musiciens du sud de la France. Et ils étaient à fond, à fond. Et ils chantaient en fait des chants un peu révolutionnaires. Ils jouaient des musiques révolutionnaires et tout ça dans une ambiance extrêmement de cohésion sociale et d'insouciance. Moi, et j'ai eu, je pense que je vis encore avec cette mémoire de très grand enthousiasme avec une sorte d'espoir que ça va changer, Et que cette énergie-là, elle va nous aider à changer. Voilà, c'est un peu mon choc. Je peux vous chanter presque encore les musiques, parce qu'après, je me suis mise à faire J'étais violoniste et j'ai eu tellement envie de jouer des cuivres que je me suis mise à apprendre le saxophone soprano et à pratiquer la fanfare pendant 15 ans. Sujet difficile, là. Le goût musical, je le définirais par une appréciation non raisonnée de la musique. C'est-à-dire appréciation non raisonnée, directe. Et ça serait l'inverse de l'analyse pour moi. Le goût musical, c'est l'inverse d'une relation analytique à la musique. Donc, une première impression qui fait qu'on est happé, on est touché. Et donc, ça serait le goût musical, une appréciation immédiate à l'opposition d'une appréciation analysée. Mes choix musicaux personnels, vous voulez dire? Ben non, puisque le discours des musiciens, je m'en occupe pas.
dans mes choix musicaux personnels, hein, pas professionnels. Hein. On est d'accord? Oui. Par exemple, moi j'écoute beaucoup de Bach. Je ne m'intéresse même pas à la vie de Bach. Alors, sur le terrain, dans le cadre du projet qui porte sur l'appréciation esthétique, depuis 2 ans, moi j'ai fait 3 terrains de 2 mois presque avec des chanteurs et ces 3 terrains avaient pour but de leur faire verbaliser des jugements esthétiques. Et là, ça a été extrêmement fécond parce que j'avais sélectionné beaucoup de musique, leur musique et puis des musiques venant de l'Occident. Alors quand j'ai récolté un grand nombre d'appréciations, j'ai écouté moi la façon dont j'ai écouté ce qu'ils me disaient sur leur écoute et figurez-vous que ça m'a influencée. C'est-à-dire que maintenant je n'ai presque plus le même rapport à la musique. Leur écoute a modifié mon écoute, si vous voulez. Et ça, c'est la découverte de ce projet. Et si bien que je la transmets à mes enfants. Mes enfants font de la musique. Et je transmets leur manière d'écouter à mes enfants. C'est-à-dire, alors par exemple, un petit exemple, ils vont sentir, quand ils écoutent quelque chose, ils veulent ressentir le sentiment du musicien. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient touchés. Hein. Ils le disent et c'est très proche de nous finalement, je pense. Et cette idée d'être touché par la musique, ça va leur faire diviser 2 mondes esthétiques. Il y a, comme je le disais hier, les musiques qui vont agir sur l'âme, qui vont agir sur vous, et puis les musiques de divertissement. Et finalement, moi, ça a renforcé ma séparation de la conception musicale, si vous voulez. Je sens très fort ça. Les musiques qui sont là presque pour le corps et d'autres qui sont là pour une forme d'expérience intérieure. Oui, alors il y a eu des divergences. Par exemple, je leur ai fait écouter des fanfares de Serbie. Donc l'Indonésie orientale, c'est un monde à part. Hein. On est presque en Océanie, je travaille avec des paysans. Et je voulais leur faire écouter des musiques tziganes pour voir, puisque la musique tzigane, souvent, on pourrait dire de manière un peu cliché qu'elle exacerbe des sentiments, la musique tzigane. Donc j'ai fait écouter un peu ces musiques et ils n'ont pas aimé. Ils ont trouvé ça vulgaire. Et bon, là, j'ai senti une divergence, parce que moi, je pratique la musique de Transylvanie. Et ils n'ont pas du tout été sensibles à ça, à la musique tzigane. Voilà, il y a eu une divergence là-dessus. Alors, même j'ai fait écouter des fanfares de Roumanie. Ils n'aimaient pas du tout. Depuis que j'ai un peu enquêté sur l'esthétique, en tout cas sur l'appréciation, j'ai trouvé des critères. Des critères sont sortis, que j'ai exposés un peu l'autre jour, comme l'idée de plénitude, à laquelle j'avais même pas pensé, moi, que la musique, finalement, elle agissait. S'il y avait une plénitude, cette idée de plénitude, moi, si vous voulez, quand j'écoute de la musique, moi, quand j'écoute du Bach, je m'interroge pas. J'écoute et ça me fait un effet. Et maintenant, le fait d'avoir trouvé certains critères, comme la plénitude, le deuxième critère, la dysphorie, c'est-à-dire les états affectifs qui tendent à aller plutôt vers le bas que vers l'euphorie, plutôt vers la dépression, mais pas de la dépression, plutôt vers quelque chose qui tend vers la tristesse, mais c'est pas la tristesse, c'est un état plutôt vers le bas. Et ça m'a... Le fait que leur conception de la musique est telle que maintenant je me rends compte que moi-même, finalement, j'apprécie ce type de musique, étrangement. Je suis attirée et d'un coup, je pense la musique autrement. Ils m'ont fait m'interroger un peu sur mon acte d'écoute, quelque part. En tant qu'ethnomusicologue, moi j'ai eu 2 terrains de recherche. Un terrain dans lequel la musique en pays Toraja, en Indonésie centrale, l'île de Sulawesi, un terrain dans lequel la musique était un très grand partage, où les rituels étaient extraordinaires, baroques, des rituels des milliers de personnes et la musique était une sorte de fête, véritablement une fête. Dans l'autre terrain, Indonésie orientale, l'île de Flores, la musique est beaucoup plus liée à l'intimité. Et le fait d'avoir vécu ces 2 expériences, la musique comme une expérience intime très forte, et la musique comme une fête, mais
lié au rituel, donc avec, on pourrait dire, beaucoup de sacralité tout le temps. Ça a complètement influencé mon rapport à la musique, qui est qu'aujourd'hui, en Occident, j'ai une très grande difficulté à apprécier les musiques qui sont pratiquées ici, dans nos sociétés modernes. Pourquoi ? Parce que je me retrouve, alors on pourrait dire, dans des festivals de musique ou toute occasion musicale que je côtoie en France, semble justement ne pas remplir les conditions finalement de plénitude que j'ai trouvées en Indonésie. Et c'est pour ça que je fais de l'ethnomusicologie, moi. Hein. C'est pour comprendre l'origine de la musique, pourquoi l'homme fait de la musique. Et je me rends compte que ici, l'homme, il y a une forme d'appauvrissement du lien entre, comment dire, la musique ne fait plus le même effet, elle va plus relier les gens de cette manière, elle va plus et donc la musique est ici plus vécue comme divertissement, et du coup mon appréciation esthétique, si vous voulez, à l'expérience d'ethnomusicologie, elle m'amène à, malheureusement, elle dégrade mon rapport à la musique un petit peu ici, et surtout à la performance musicale. Ouais, c'est ça. Ça me rend toujours à l'idée que c'est du divertissement ou que souvent c'est des musiques enregistrées. C'est toujours décevant. Finalement, voilà. Je suis très rarement, presque jamais je ressens ce que je ressens en Indonésie. C'est-à-dire, mais il faut que vous alliez en Indonésie pour voir ça, hein. C'est-à-dire que les rituels, c'est un temps très très long. C'est pas lié à l'argent. C'est jamais lié à un ticket, quoi. Jamais lié à un ticket. C'est jamais lié à là-bas les gens n'écoutent pas la musique. Ça c'est quelque chose d'étonnant. Il y a pas, moi là où je travaille, les gens n'écoutent pas. Ils font, mais après il y a plein de gens qui savent faire autour. Il y a le mort, il y a les gens qui amènent les cochons. Il n'y a pas cette situation d'écoute. La musique n'est pas. On pense que la musique c'est un acte qui forcément implique un auditeur, mais non. Voilà. Bon voilà, je sais pas, je pourrais disserter encore longtemps, mais voilà.